Je voulais vous dire tout d'abord, évidemment, que j'étais vraiment très heureux de recevoir à nouveau Ghislain Benassa, qui est donc ici, qui est déjà venu à 2 reprises nous parler de sujets passionnants, donc sur l'état de droit, cette notion dont nous avions, que nous avons évidemment plusieurs reprises évoquées ici et critiquées également pour de nombreuses raisons. Et puis sur le référendum, notre autre sujet absolument évidemment essentiel, puisque c'est l'un de nos thèmes, je dirais, favoris, sur le référendum, le retour au peuple. Et là, Ghislain Benessa est venu nous parler d'un autre sujet, alors très important. Évidemment, à chaque fois, c'est des sujets prioritaires pour nous. C'est celui, finalement, des relations entre l'Union européenne, les pays nationaux, les limites, je dirais, de l'exercice, le fait que tout ceci, évidemment, est la clé de l'évolution, des clés de l'évolution de l'Union européenne, avec cette Union européenne qui évolue dans le sens d'un supra-État que nous, évidemment, que nous dénonçons depuis longtemps, puisque c'est pas du tout le thème de l'Europe des nations que nous souhaitons voir mettre en place. Et moi, j'étais particulièrement intéressé par le dernier ouvrage donc de Ghislain Benessa, qui est par ailleurs avocat, philosophe, spécialiste du droit public, enseignant à l'université de Strasbourg. Et ce livre marche sur la tête, que je vous conseille, puisque la France, l'UE et les mensonges. Un livre coécrit avec Guillaume Bigot, que nous connaissons bien aussi, politologue, et qui est maintenant député, donc à l'Assemblée nationale. Et quant à Ghislain Benessa, vous le voyez aussi assez souvent sur les chaînes télé. Je crois demain, ça sera le cas, je crois aussi. Voilà. Donc vraiment, c'est très intéressant de l'avoir avec nous. Et je le remercie encore une fois. Je lui laisse évidemment volontiers la parole. Nous allons l'écouter avec beaucoup d'attention. Merci encore d'être venu. Merci. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. C'est bon. Tout le monde m'entend ? Oui. Donc tout d'abord, merci pour l'invitation. Ça fait maintenant quelques fois que j'ai eu l'occasion de venir ici présenter mes bouquins successifs. Et j'en suis toujours content parce que je ne vous cache pas qu'entre l'état de droit, le référendum et mon dernier livre, On marche sur la tête, à chaque fois, j'essaye d'écrire en prise avec j'allais dire, le réel européen, c'est-à-dire la volonté des peuples de faire et les interdictions européennes au sens très large, puisque je suis persuadé depuis longtemps, et je l'étais déjà lors de mes années d'études, que c'est le bras de fer du XXIe siècle qui ne fait que commencer et que c'est une gestation très longue dont on ne connaît pas encore la solution, mais qu'à mon avis, on va sortir, disons qu'il n'y aura pas deux vainqueurs, mais un vainqueur, soit l'Europe, soit les pays. Je ne pense pas qu'on puisse être vainqueur à deux d'un bras de fer pareil. Il y aura forcément un perdant et un vainqueur, et pour l'instant, on ne voit pas trop comment ça va s'organiser, tout ça. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler sur d'autres sujets, effectivement, M. Garot l'a rappelé, comme l'état de droit ou le référendum, successivement. Et en fait, j'essaye, à mon maigre niveau, de poser à chaque fois une strate de plus entre les concepts qui s'alimentent, les mots d'ordre de l'époque. L'état de droit, c'est le dernier totem de notre époque, en quelque sorte. Le référendum, c'est le grand oublié de notre époque ou de notre temps, le grand proscrit, en quelque sorte. Et puis, en réalité, l'Union européenne est devenue un invariant à tel point que j'ai constaté d'ailleurs autour de moi que jusqu'à présent, mes bouquins passaient assez bien et que désormais, en m'attaquant à l'Union européenne, bille en tête ou au premier plan, là, par contre, on a l'impression de s'attaquer au veau d'or et que critiquer l'Europe, ça signifie critiquer à peu près l'époque, le sens de l'histoire, le progrès, la marche du monde, la marche du siècle, enfin bref, tout cela. Et ce que je vais essayer en quelques dizaines de minutes de présenter, en tout cas c'est la thèse que j'essaie de défendre, et c'est la thèse que j'avais à l'époque en tête avec Guillaume Bigot, puisqu'on a écrit ce livre à deux avant qu'il parte sous d'autres cieux politiques. L'idée, c'était de démontrer par A plus B, avec des exemples très concrets, que l'Europe n'a jamais été conçue une seule seconde pour laisser les États respirer,
que l'Europe n'est pas devenue fédérale avec le temps, que l'Europe n'a pas évolué, vous savez, comme sur les flots, en une espèce de structure particulière, mais que dès le départ, l'objectif de l'Europe, c'était fondamentalement de mettre en place un fédéralisme, que les mobiles étaient bien là, que les intentions étaient présentes, que les maîtres d'œuvre sont plus connus qu'on ne le croit, et que les couteaux dans le dos des peuples ont été plantés il y a très longtemps, dès le départ. Ce n'est pas une trajectoire accidentelle, ce n'est pas une modification tardive, ce ne sont pas l'œuvre de quelques hommes dans les années 80, c'est un coup de poignard qui a commencé dans les années 60 jusqu'en 2024 et qui ne s'est jamais arrêté. C'est d'ailleurs je vous avoue que évidemment, j'ai appris mon bréviaire du droit de l'Union européenne, je l'ai bien appris à la fac, je l'ai enseigné moi-même, donc je le connaissais un peu, mais finalement, lorsqu'on fait une contre-histoire de l'Union européenne, on découvre des choses que Philippe de Villiers a déjà dévoilées sur le plan politique, on va dire, mais on découvre beaucoup de choses sur le plan juridique qui sont assez intéressantes. Et je vais essayer avec vous de présenter quelques exemples et quelques sources historiques de ce grand renversement. Alors, je ne vous cache pas que le démarrage de la réflexion, et c'est le point de départ du livre On marche sur la tête, le point de départ, c'était, pas très original, la révolte des agriculteurs. Pourquoi ? Parce qu'un mot d'ordre a été rappelé à cette époque qui était, évidemment, que les agriculteurs sont étranglés sous les injonctions bruxelloises, que le ras-le-bol était tel que les tracteurs s'amoncelaient en direction de Bruxelles. Et à l'époque, il y a une statistique qui est connue, vous la connaissez tous ici, toutes et tous ici, cette statistique qui est que 85% des directives ont une influence directe sur la législation des États membres. C'est la grande question qui est débattue avec, vous savez, les nombreux décodeurs à l'appui, France Info, France Inter, France Culture, Service Public, qui nous expliquent que non, pas du tout. L'Europe n'est pas la source de 85%, 90% des législations nationales, mais que c'est une billevesée ou un complotisme de bas étage. J'ai repris tranquillement à partir de là, vous voyez, j'ai fait une espèce de petite étude à moi, en essayant de trouver des sources et de voir un peu comment ça marche. Alors, première chose qui est quand même fascinant de concevoir ça, c'est qu'il suffit de prendre les rapports sénatoriaux rendus par Fabienne Keller à l'Assemblée nationale française pour s'apercevoir que Fabienne Keller elle-même, dès les années 2000, donc on est dans les années 2003, 2004, 2006, Fabienne Keller se réjouit du fait que le droit de l'agriculture et le droit de l'environnement, et l'écologie notamment, enfin toutes les questions écologiques, représentent pour 90% des lois nationales, il y a une influence directe du droit de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, la statistique n'était pas complotiste, elle était officielle. C'était juste des rapports sénatoriaux à consulter, c'est pas très compliqué. Et à l'époque d'ailleurs, on s'en félicite. C'est-à-dire que finalement, ça clarifie la chose. Nous avons donc officiellement une superstructure, utilisons des termes marxistes une seconde dans le temple de l'Union européenne, une superstructure d'origine européenne qui est donc qui constitue la base, la matrice de la législation française selon une sénatrice dans des rapports rendus par le Sénat français. Premier élément. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la base de départ est claire. Non, ce n'est pas un complot. Oui, c'est la réalité. Ça veut dire que même lorsque l'Europe n'est pas derrière la France, elle est encore derrière. Ça signifie concrètement, et je ne vais pas vous asséner des rappels de cours de droit de l'Union européenne, ça veut dire que le droit de l'Union s'applique de façon directe ou indirecte, que ce soit des directives, que ce soit des avis, que ce soit des recommandations de la Commission européenne, que ce soit toute forme de normes non contraignantes, qui sont légion, ça signifie ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit, j'y viendrai à l'issue de mon intervention. Ça veut dire que si on prend le stock global de tout ce qui est produit par l'Union européenne, il y a donc un reste, on dirait dans un ménage un reste à charge, si je puis dire, ou en droit commercial un reste à charge pour la France, qui est donc de l'ordre de 8 à 10%, et que le reste vient directement ou indirectement de l'Union européenne. Voilà le résultat de 60 ans de politique européenne. C'est le tableau d'aujourd'hui, si je puis dire. C'est le résultat
c'est la fin de l'histoire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai appris quelque chose de faux, et je suis ravi d'ailleurs, livre après livre, de constater que j'étais dans l'erreur. Il y a un plaisir à fabriquer sa contre-histoire et à désacraliser les idoles lorsqu'elles le méritent, en quelque sorte. J'ai essayé de refaire le fil de cette histoire en me demandant, mais finalement, quand est-ce que tout ça a dérapé? Vous voyez, quand est-ce que finalement on a rendu les armes? Quand est-ce que finalement les hommes politiques français ont failli? Quand est-ce que le centrisme l'a emporté? Quand est-ce que l'Europe était le dernier étendard d'un avenir commun? Quand est-ce que finalement l'Europe était devenue un horizon, le seul horizon existant? Je pensais benoîtement, là encore, quelle naïveté, je pensais benoîtement que globalement le bateau France tenait dans les années 60. Parce que c'est les années dorées du général de Gaulle, parce qu'à l'époque, on se dit tout de même, il y a encore un maître à bord qui nous paraît très éloigné des maîtres successifs, en tout cas de la plupart. Et ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, dès les années 60, la trajectoire va être modifiée. Je prends un exemple très concret. Au début des années 60, je ne fais pas un cours d'histoire, mais tout de même, au début des années 60, on est donc à une époque où, globalement, en dehors de 2-3 personnes et d'un landerneau de spécialistes, en France, dans la plupart des pays, peu de gens savent ce que c'est la construction européenne. C'est des grands principes, c'est des grands traités, c'est des avenirs de paix potentiels, à une époque, rappelons-le quand même, où effectivement les États sont encore puissants, où De Gaulle sera élu en 58 en France, et donc c'est compliqué de s'imaginer une chape de plomb européenne dans cette période. Et pourtant, au début des années 60, est créée la Cour de justice des communautés européennes, la fameuse CJCE devenue CJUE, dont on entend parler absolument tout le temps, puisqu'elle, globalement, la CJUE, aujourd'hui, j'y viendrai tout à l'heure, mais elle a vocation à être une forme de législateur par la bande, puisque les arrêts rendus par les juges européens sont une batterie, une constellation de règles qui s'appliquent en France de diverses manières, peu importe. En 1960, De Gaulle doit choisir l'émissaire français qui siégera à la Cour de justice. Donc, le général de Gaulle discute avec Michel Debré, évidemment, se demandant qui est-ce qu'on envoie là-bas. Il va choisir pour ce faire Robert Lecourt, avocat de formation, ministre sous la 4e République, résistant, ministre sous le général de Gaulle, et il va l'envoyer pour siéger au nom de la France dans ce qui s'appelle la Cour de justice. Robert Lecourt, il est donc volontairement, intentionnellement choisi par De Gaulle et Michel Debré. Or, Robert Lecourt, c'est un fédéraliste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, dès les années fin 50, début 60, est persuadé que le rêve européen, c'est le fédéralisme. Il en rêve absolument. C'est l'organisme supranational en venir, en gros, c'est l'avenir contre les États qui représentent l'archaïsme, l'histoire, la tragédie. Vous savez, c'est la grande histoire, l'Europe c'est la paix, les États c'est la guerre. C'est en gros la morale de cours de récréation qu'on nous répète depuis 70 ans. Je l'ai assez entendu moi-même. Et donc sur ce canevas-là, Robert Lecourt va prendre ses dispositions à la Cour de justice. Et là où l'histoire est fascinante, c'est que ce Robert Lecourt, choisi par le général de Gaulle, va avoir directement, en qualité de rapporteur à la Cour, puis de président à la Cour, il va avoir une importance fondamentale sur un principe général du droit qui s'appelle le principe de primauté du droit de l'Union européenne. Ça veut dire que Robert Lecourt, qui est rapporteur, puis membre simplement de la Cour, puis président à partir de la fin des années 60, il a une importance fondamentale, décisive, sur l'articulation des concepts fondamentaux qui vont entraîner la soumission des États, dont la France, au droit européen. Je ne vous cache pas que j'avais quasiment jamais entendu parler de Robert Lecourt. Je savais qu'on avait un principe de primauté, à mon sens fort malheureusement, mais ça c'est l'histoire de l'Union européenne. Donc là, je me suis quand même interrogé. Y a-t-il eu un mobile? Y a-t-il eu une intention? Était-elle claire à l'époque? Et comment ça se fait, bon sang de bonsoir, que le général de Gaulle ait choisi
un homme comme Robert Lecourt. Et là, après avoir épluché la doctrine sur le sujet, la réponse est très simple et quelque peu sidérante, c'est que Michel Debré et le général de Gaulle n'avaient absolument pas, avaient complètement sous-estimé l'influence de la jurisprudence à venir. Ils se fichaient comme d'une guigne de la Cour de justice. Ils pensaient que tout ça ne servirait strictement à rien et ils ont mis Robert Lecourt là-bas en pensant qu'il n'aurait jamais aucune influence. Et là où ça devient passionnant, c'est que si vous reprenez les journaux d'époque dans les années 61, 62, 63, les premiers arrêts, 64, 65, je ne vais pas faire l'archéologie de toute cette jurisprudence, ce qui est fascinant, c'est que les politiques, les médias, les journaux, personne n'en parle. Vous avez un entrefilé en page 5 dans Le Monde, vous avez vaguement un point de vue de spécialiste dans Le Figaro, quelque chose comme ça, mais globalement, tout le monde se fiche d'une jurisprudence qui n'intéresse personne, parce qu'elle est fabriquée par des juges que personne ne connaît, que personne ne juge légitime, et surtout pas les politiques de l'époque, c'est-à-dire le général de Gaulle et Michel Debré. Voilà comment l'affaire commence en France. Par un coup de poignard d'un fédéraliste choisi par le général de Gaulle et qui va mettre, littéralement, qui va inaugurer la politique jurisprudentielle qui va donner naissance au principe de primauté, au principe d'effet direct, à toute cette litanie de concepts qui aujourd'hui s'appelle, roulement de tambour, l'état de droit. Mais je finirai cette histoire tout à l'heure. Donc je disais, le coup de poignard commence tôt, parce que je ne vous cache pas que je m'imaginais quand même que ça avait mis plus de temps, vous voyez, qu'on avait un peu résisté, qu'il y avait eu qu'il y avait quelque chose qui s'était élevé dans les airs, qui avait permis un peu de renverser la vapeur, mais non, ça commence très tôt. En réalité, la position de Robert Lecourt dans les années 60, donc rapporteur puis président de la Cour de justice, elle est l'articulation et la mise en pratique des propos de Walter Hallstein, premier président de la Commission européenne, qui, en 65, a ce mot extrêmement simple, à ce mot magique. Encore une fois, en 1965, Walter Hallstein nous dit, je cite, « La communauté n'a pas d'infrastructure administrative, pas de pouvoir direct de coercition, pas d'armée, pas de police, et n'en aura certainement jamais. Sa seule arme, c'est le droit qu'elle fixe. » Ce qui veut dire que, quand en 62, 63, 64, Robert Lecourt milite en quelque part, ou en tout cas fait tout pour que la Cour de justice prenne son envol, c'est la traduction sur le terrain juridique de la volonté du premier président de la Commission européenne d'utiliser la seule arme à la disposition de l'Europe pour s'imposer, qui s'appelle le droit. Je répète parce que je trouve que tout est dit là. Sa seule arme, c'est le droit qu'elle fixe. Ce qui veut dire que en 65, quelques années à peine après les traités fondateurs, 3 ans avant mai 68, 4 ans avant le référendum perdu par le général de Gaulle, qui va le pousser à quitter le pouvoir, 9 ans avant la disparition de Georges Pompidou, qui scelle un peu, on va dire, la période gaullienne de la France, en quelque sorte, nous avons d'ores et déjà la bataille qui a commencé entre les experts et le droit d'un côté, les politiques et les nations de l'autre. Le droit supranational intégré de l'Union européenne, qui à l'époque est évidemment les communautés européennes, et donc les politiques de l'autre côté, notamment français. Et c'est une fois qu'on comprend cette intentionnalité première, entre 63 et 65, qu'on comprend réellement ce qui s'est produit ensuite. C'est-à-dire, de 65 à aujourd'hui, cette constellation d'arrêts rendus par la Cour de justice qui a donné naissance à ce collier de chiens que les États portent autour du cou allègrement, parfois même dans la joie et dans la bonne humeur, qui sont sa multitude d'arrêts qui vont fixer le droit de l'Union européenne, qui sont primauté, effet direct, transposition des directives, obligations, etc. etc. D'accord ? Jusqu'au traité de Lisbonne, qui a
qui fait également partie de la batterie de la primauté depuis un arrêt de 2022 rappelé en 2023, peu importe. Mais voilà l'histoire qui se dessine dès les années 60. Encore une fois, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais ça veut dire que c'est mon premier point que j'essaye de clôturer ainsi, ça veut dire que lorsqu'on apprend cette histoire sur le banc de Sciences Po, lorsqu'on apprend cette histoire sur le banc des facultés, lorsqu'on apprend cette histoire en général de façon académique, nous apprenons, et je l'ai appris également ainsi, une succession de règles dont nous avons volontairement supprimé les mobiles et l'intentionnalité, comme si finalement c'était du papier objectif, une espèce de racine juridique pure, vous savez, une sorte de kantisme du droit. Vous voyez, la norme est parfaite et pure et elle s'applique en tant que telle, comme si ce kantisme juridique s'appliquait et si finalement nous avions hérité de superbes règles qui sont le fruit en réalité d'un coup d'État qui ne vient pas dans les années 70, 80, 90, mais qui vient dans les années 60. Premier point. Alors, deuxième point, là encore, nous, en général, en tout cas les médias et le paysage politique discutent de plus en plus, vous savez, de la question de savoir si oui ou non nous pourrons, ou les États pourront, au sens large du terme, s'extraire des obligations de l'Union européenne. Vous savez, le chantage à l'état de droit, c'est la dernière marotte de l'Union, puisque depuis les années 2010, l'Union européenne nous vend globalement l'état de droit, dont elle se fichait jusque-là largement, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans ce débat en détail. Le terme état de droit existait dans les traités européens, d'accord, mais en fait, dans la pratique, la Cour de justice en connaissait assez peu, jusque dans les années 2000, globalement, 2000-2010 en réalité. Là encore, ce qui est intéressant de constater, c'est que ce chantage à l'application du droit de l'Union européenne, il est ancien. Alors il est ancien, il est clair, il ne mâche pas ses mots et il nous donne une indication, là encore, de cette histoire du chantage permanent joué par l'Union européenne sur les États. Là, je vous ai dit, j'ai quelques cas concrets aujourd'hui à rappeler. Alors pour certains, c'est peut-être des rappels, pour d'autres, des découvertes. Peut-être pour ceux qui ne sont pas français, c'est une affaire moins connue. Finalement, en préparant ce livre, en marchant la tête, je cherchais à trouver des exemples concrets, des absurdités anciennes. Vous savez, aujourd'hui, on se demande beaucoup de choses sur l'Europe. On se demande notamment si l'Europe est en train de nous obliger à manger de la... Vous savez, à nous obliger à ingérer à terme des farines qui ne sont pas les mêmes farines, à nous obliger à manger à terme la poudre d'insectes et ce genre de questions par le biais d'avis, de recommandations, de textes divers et variés. D'accord, une discussion à la mode depuis quelques années, enfin la mode. Quand je dis mode, vous comprendrez évidemment la teneur quelque peu ironique dans ma voix, j'espère. Mais en tout cas, cette discussion est en ligne de mire aujourd'hui. Là, souhaitant trouver une absurdité, je suis tombé sur une absurdité française ou franco-européenne intéressante que les plus anciens auront peut-être en tête, qui est l'affaire dite des merluchons, des petits merlus. Donc, une affaire, je vous avoue que j'aurais bien aimé apprendre lorsque j'ai fait mon droit, puisque c'est une vieille affaire. Je trouve qu'il est très éclairante sur la façon dont l'Europe fonctionne pour organiser les rapports de compétences entre sa sphère à elle, supranationale, et la sphère des États. Donc je résume cette magnifique affaire dite des merluchons, donc des petits merlus. Concrètement, en 1983, là encore ça ne date pas d'hier, nous avons une politique européenne de la pêche qui est déterminée, qui est une sorte de déclinaison de la politique agricole commune. Dans le cadre de cette politique européenne de la pêche, nous avons une rénovation, d'accord, et une innovation et une adoption d'un ensemble de règles relatifs à toute une batterie de problématiques, dont la question de la taille des filets de pêche à utiliser dans la mesure où certaines espèces sont protégées et d'autres le sont moins. Donc, en somme, il s'agit quoi ? Il s'agit de déterminer la taille de filets de pêche afin de mettre en place
des conditions pour assurer une pêche unifiée par l'Union européenne, qu'il y ait des standards partout à travers le continent. L'Europe, en 1983 donc, adopte cette politique européenne de la pêche, et la France a une particularité, c'est qu'elle tolère, imaginez-vous bien, elle tolère quelque chose d'intolérable, c'est qu'elle tolère des filets trop petits, des filets de pêche trop petits pour permettre à ces marins-pêcheurs bretons de vendre à la criée des merluchons, c'est-à-dire des merlus de moins de 27 cm. Imaginez. Intolérable. Donc, très simplement, la France va renacler à s'adapter à l'obligation européenne. Pourquoi ? Parce que le lobby des marins-pêcheurs, enfin les lobbies, je pense qu'à cette époque, la notion de lobby est très théorique. Mais en tout cas, les marins-pêcheurs se font entendre et disent « si je ne peux pas vendre à la criée les merluchons que je pêche et que je vends en même temps que je vends notamment des huîtres, je ne pourrai pas demain survivre ». Soit dit en passant, c'est exactement le même type de combat que nous avons aujourd'hui avec les agriculteurs. D'accord ? Donc nous sommes en 1983. Pendant 7 ans, la France renacle de 1983 à 1990 en espérant, sans mauvais jeu de mots, passer entre les mailles du filet. En 1991, la France se voit lancer un rappel à l'ordre par la Cour de justice de la Communauté européenne qui constate qu'il subsiste des manquements de la part du gouvernement français et notamment donc sur la taille des mailles de filet, d'accord, et également un manquement parce que la nomenclature fixée par l'Union européenne, vous savez, je suis allé lire cette nomenclature d'époque pour voir quelle était la faute, le péché capital commis par la France, parce que tout de même, la Cour de justice ne mâche pas ses mots. En fait, je ne veux pas raconter le détail de cette nomenclature, mais en gros, il y a un code à respecter, code 03002, et globalement, la France n'a pas adopté le code 03002, crime de lèse-majesté. Donc il y a un problème de taille de maille de filet, un problème de nomenclature. Donc il subsiste 2 insuffisances en 1991. La France ne s'adapte pas complètement. Elle essaye, encore une fois, de ménager la chèvre et le chou pour essayer de sauver quelque peu ces marins-pêcheurs. Nous arrivons en 2005. Vous voyez que ça, c'est toujours intéressant à voir. L'Union européenne a la dent dure. Hein. Donc, nous sommes 22 ans après le démarrage de cette affaire. Nous sommes en 2005. En 2005, condamnation de la France à payer 20 millions d'euros plus une astreinte de 60 millions si elle n'obtempère pas dans les 6 mois à compter du rendu de l'arrêt rendu par la Cour de justice. 80 plus 20, 80 millions. Je ne vous cache pas qu'en venant vous voir aujourd'hui, avec les débats qu'on a sur la dette, et qu'on essaie de renacler pour trouver quelques dizaines de millions en faisant un petit peu les comptes comme on peut, on s'aperçoit quand même des montants astronomiques pour une taille de maille de filet. Mais l'histoire n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. C'est ça qui est bien. Vous voyez, c'est long, ça prend du temps. Je vous assure que quand on lit ça, on passe de belles journées. Bref, nous arrivons en 2011, parce qu'en 2011, il reste une insuffisance dans l'arsenal législatif français. Une insuffisance. Ce qui fait que cette fois-ci, la Cour de justice dit, cette fois-ci, je ne peux pas laisser la France continuer. Et après 30 ans d'affaires, entre 1983 et 2011, la France est est condamnée à payer la totalité, c'est-à-dire 20 plus 60 égale 80 millions d'euros. Ça veut dire que la taille de maille de filet des marins-pêcheurs, en 40 ans, ont eu pour sanction, pour finalité terminale, permettrait l'expression, la condamnation de la France à payer 80 millions d'euros. Évidemment, je ne mets pas dans la balance les frais de justice, les frais d'avocat, l'énergie dépensée, le nombre de fonctionnaires qui ont dû travailler dessus, le nombre de cabinets d'avocats consultés, je ne sais pas quel confrère a travaillé sur le sujet, mais par-delà la question financière, avec tout le reste, on s'aperçoit que manifestement, il est très difficile de s'en sortir. Alors, c'est mon deuxième point que je clôturerai ainsi, ma deuxième leçon du jour. Je fais un peu le La Fontaine du pauvre, du très pauvre, hein, ou du très européen, si je puis dire, c'est-à-dire morale du deuxième point, c'est que celui qui tente de se soustraire à l'Union européenne ne s'y soustraira jamais. On finit toujours par payer, en tout cas pour le moment. Troisième point,
Troisième point, et là je parle surtout des relations entre l'Union européenne et la France. Je peux difficilement avoir le même regard sur d'autres pays qui doivent vivre la même chose, mais à leur rythme et avec leur résistance ou leur volonté propre. Troisième point donc, c'est, j'ai appelé ça dans mon livre « La France contre elle-même », parce que l'Union européenne, dans cette digestion des peuples et des États, l'Union européenne fait le travail parce qu'elle profite de la France elle-même. C'est-à-dire que la France fait le boulot. De temps en temps, malheureusement, tout ne vient pas de Bruxelles uniquement, et le travail est fait au niveau parisien, au niveau français. On est tout à fait capable de se saborder tout seul. Pas besoin d'attendre une poussée de la part de l'Union européenne. Alors, premier point, petit rappel également, petite histoire cachée, un peu moins cachée que celle de Robert Lecourt, quand même plus connu parmi les juristes français ou les politiques français, je pense. Tout de même, c'est que, même si ce n'est pas directement l'Union européenne, j'en ai bien conscience et je sais que vous le savez bien, la question qui se pose quand même est de savoir, je disais tout à l'heure, le mobile de Robert Lecourt s'agissant de l'Union européenne, le mobile était clair, c'est d'imposer le fédéralisme par la bande sans l'annoncer officiellement. D'accord ? C'était plus simple, ça marchait bien. Vous savez, souvent, ce qui est loin des caméras a beaucoup plus d'emprise que ce qui se passe sous la lumière, bien connu. La question qui se pose en parallèle de l'Union européenne, sur la question de l'emprise européenne, c'est la question de savoir comment est-ce que la chose s'est faite également du point de vue de la Cour européenne des droits de l'homme. Je sais que ce n'est pas le même système, on me le répète souvent, mais il ne faut jamais oublier, même si c'est un peu rapide comme je le présente aujourd'hui, que la CEDH et la CJUE agissent main dans la main, puisque les jurisprudences de la CEDH et de la Cour de Luxembourg s'autocitent, font référence l'une par rapport à l'autre, ce qui fait qu'en réalité, c'est une affaire difficile à détricoter. Là où c'est intéressant, et je pense encore que le crime vient d'il y a longtemps, et une fois qu'on a compris ce crime originel, on a tout saisi, concrètement, fin des années 60, début des années 70, le général de Gaulle ne veut pas entendre parler de la Convention européenne des droits de l'homme. Ça, c'est relativement connu. Il ne veut pas la ratifier. Il a ce fameux mot de Jean Foyer, enfin à Jean Foyer, son ministre à l'époque, fameux mot qui a été largement qui a été largement relayé par de nombreux spécialistes, des juristes. Philippe de Villiers en parle souvent d'ailleurs, je crois. Le fameux mot de Jean Foyer qui était « il y a d'abord la France, ensuite le droit, d'abord la France, ensuite l'État, et après, une fois que les deux premiers intérêts sont préservés, le droit ». Donc d'abord la France, ensuite l'État, après le droit. Donc général de Gaulle, fin des années 60, il sait qu'il ne veut pas de la Convention européenne des droits de l'homme, et contrairement à ce que raconte sempiternellement Jean-Louis Debré depuis une dizaine d'années, il savait très bien pourquoi, le général de Gaulle, il s'en est jamais caché, il dit à l'époque « je refuse l'emprise d'une Cour suprême à l'américaine ». C'est pas très compliqué quand même, hein. Il a le mérite de le dire, il veut pas d'un Conseil constitutionnel, et il veut pas de la Cour européenne des droits de l'homme. Et il le dit nommément, froidement, clairement, les mots sont d'époque, c'est pas compliqué, hein. Les sources, je les ai dans mon livre, je veux dire, il suffit de lire. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, sachant qu'il ne veut pas d'un Conseil constitutionnel, mais qui se le fait quelque part imposer en 58, il ne veut pas non plus l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme. En 69, il perd le référendum sur c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais sur la régionalisation et la participation, son grand référendum de 69, et donc il est remplacé par Georges Pompidou, après un intermède d'Alain Poher, qui est le président du Sénat. Alain Poher, centriste français devant l'éternel, europhile devant l'éternel, un homme qui disait lui-même « je me sens mieux à Bruxelles qu'à Paris ». C'est l'équivalent de la phrase de Raphaël Glucksmann qu'on a entendue récemment, il y a quelques années, Raphaël Glucksmann qui dit « je me sens mieux à New York qu'en Picardie ». Donc, le supranationalisme ou la supranationalité, ça me paraît plus juste d'ailleurs en termes de consonance et de sens, ça date d'il y a longtemps déjà. Donc Alain Poher, qui se sentira, comme il le dira, mieux à Bruxelles qu'à Paris. D'ailleurs, il adorait, il avait, paraît-il, une passion pour le Parlement européen qu'il a également présidé il y a longtemps. Alain Poher, donc, bénéficiait d'un intermède entre le départ de général de Gaulle et l'arrivée de Georges Pompidou, puisqu'il est président du Sénat. Et là où c'est intéressant, c'est que
le centriste français Poher est un opposé absolu du référendum. Ça ne l'intéresse pas, le référendum, c'est le pouvoir du peuple, c'est très mal, c'est très méchant, il vaut mieux que les experts fassent le travail, les juges, etc. Donc il fait un intermède entre De Gaulle et Pompidou. Mais il refait un intermède de 48 jours. De 48 jours. Une fois que Pompidou décède, donc entre la disparition de Pompidou et l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Alain Poher fait un intermède de 48 jours en tant que président de la République. 48 jours. 48 jours. Je me permets d'insister, à l'échelle d'une vie politique, c'est rien. C'est même pas une parenthèse. C'est une énigme, c'est une erreur, c'est un mystère. Et surtout, il fait cet intermède de 48 jours sans avoir été élu. Il bénéficie de la mort de Pompidou et avant cela, il bénéficiait du départ du général de Gaulle. Dans cet intermède de 48 jours, il va ratifier la Convention européenne des droits de l'homme dont De Gaulle ne voulait pas et dont Pompidou ne voulait pas non plus entendre parler. Pompidou dira pendant 5 ans « Je m'inscris dans les pas du général de Gaulle » avec notamment 2 objectifs clairs de la part de Pompidou. Il veut absolument protéger le référendum. Il considère que si on ne référende pas assez un jour, l'outil finira aux oubliettes. Ça s'appelle la France de 2024. Et Georges Pompidou disait également « Je ne veux pas entendre parler de la Convention européenne des droits de l'homme parce que je poursuis l'œuvre du général. Je ne veux pas avoir des juges européens qui dictent la politique de Paris. » Il n'y a évidemment, depuis les années 70, plus qu'une poignée de référendums progressifs. Maastricht en 92, et évidemment, je ne veux pas revenir là-dessus, mais le référendum de 2005, qui reste une cicatrice en France, enfin une cicatrice, pour moi une plaie purulente, mais enfin bon, admettons, parlons de cicatrice, c'est plus élégant. Et à côté de ça, on ne compte plus le nombre d'arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme qui soit ont pour conséquence la condamnation de la France, soit, ou en parallèle, empêchent la France de procéder ou de mettre en place sa propre politique. Mais surtout, et c'est là, à mon avis, le nerf de la guerre, le problème, c'est que même lorsque la CEDH ne demande pas ou ne réclame rien, les juges français font eux-mêmes le boulot. Là encore, je n'ai pas le temps de m'appesantir sur cette stratégie jurisprudentielle française, mais le Conseil d'État notamment, la Cour de cassation en parallèle, donc les juges français ne sont pas avares pour de toute façon faire le travail, alors même que la CEDH, parfois, ne le réclame pas. Ça veut dire quoi? C'est la morale numéro 3, si je puis dire. Ça veut dire qu'entre 1974 et 2024, on a un assassinat voulu, à mon sens, un mobile. Le mobile du crime, il est clair, c'est faire en sorte de renverser la politique gaullienne d'indépendance nationale en profitant d'un intermède de 48 jours pour le faire. Pourquoi? Parce que, ni vu ni connu, vous poignardez la France à l'abri des regards pendant une intercession dont tout le monde se moque éperdument, alors même qu'on n'avait pas de légitimité, Alain Poher, il n'est pas élu par les Français. D'accord ? Petite parenthèse d'ailleurs, dans Le Monde, vous avez un édito d'époque des gaullistes qui disent quelque chose de très intéressant, qui disent « Théoriquement, un président non l'élu, la seule chose qu'il devrait faire, c'est gérer la cuisine. » En parlant littéralement comme une gestion de la cuisine. C'est-à-dire, je fais un plat, je le mets au four, ça s'arrête là. Je fais l'intendance. C'est la seule chose que je devrais faire. C'est-à-dire donc, 1974, le crime est commis, le crime fondateur, le crime biblique en quelque sorte est commis en 1974, et après, une fois que le loup est dans la bergerie, tout va petit à petit fonctionner sur un plan qui est prévu. C'est-à-dire influence de la CEDH, nomination de membres français à la CEDH favorables à la supranationalité, qui se retrouvent dans le Conseil d'État, etc., etc. Donc c'est une espèce d'histoire parfaitement logique qui se répercute, et j'allais dire, qui bientôt, si nous continuons comme ça, s'apprendra, ou s'oubliera plutôt, de génération en génération. Nous en viendrons en 2170 à avoir une France dirigée depuis Bruxelles, armée par des juges européens, et on aura oublié qu'il y a d'un côté le mobile 74 avec Alain Poher, et en 65, la main de Robert Lecourt pour avoir donné naissance à la jurisprudence de la Cour de justice.
Alors la conclusion de tout ça, la conclusion après, c'est comme dirait Raphaël Enthoven, les morales provisoires, pour reprendre le titre d'un de ses livres. Je vous avoue que je ne l'ai pas lu, mais admettons. Donc après ces morales provisoires, tentons une vraie morale. J'essaye, je vous assure, j'essaye de dépersonnaliser le débat. J'essaye de raisonner comme un juriste, ce que je suis par ailleurs tout de même. J'essaye de raisonner comme l'avocat que je suis ou le docteur que j'ai été également et pendant mes études, etc. J'essaye de dépassionner le débat. Je dis ça pourquoi ? Parce que je pense qu'il s'agit avant tout d'une affaire de soumission volontaire. Je ne crois pas qu'il s'agisse... Vous savez, sur le fond, il ne faut jamais oublier quelque chose, le droit, c'est du papier. C'est rien de plus. Ce n'est que du papier. On peut nous inventer tout ce qu'on veut, on peut nous faire croire tout ce qu'on veut, on peut nous gaver de traités. La primauté européenne existe parce qu'elle est écrite quelque part sur du papier. La primauté européenne existe parce qu'elle a été fabriquée par des juges. La primauté européenne existe parce qu'on a commencé à y croire, parce que la fable s'est incarnée, parce que les générations passent et que petit à petit dans les consciences, on a l'impression que c'est devenu un impératif catégorique. Ça a la même valeur, j'en parlais tout à l'heure, qu'un impératif kantien, en quelque sorte. L'impératif catégorique existe, c'est un absolu, il doit s'appliquer. On a commencé à le croire parce qu'on l'a enseigné à partir d'un mobile et d'un crime dont on a oublié l'existence. Pourquoi je dis ça ? Parce que, je disais, j'essaie de dépersonnaliser le débat. Si nous prenons le juge français à la Cour européenne des droits de l'homme, Mathias Guiomard, je vous avoue, et je ne personnalise pas le débat, je veux dire complètement, je ne le connais pas, Mathias Guiomard, ce n'est pas mon problème. Ce que j'observe, c'est qu'on prend les juges principaux nommés à la CJUE ou à la CEDH, à chaque fois, le parcours est le même. Je m'explique. Donc prenons le cas du juge Guiomard nommé par Emmanuel Macron à la CEDH. Évidemment, Sciences Po, dans lequel je ne sais pas comment appeler ça, l'européo-giscardo-macronisme est la norme depuis des décennies. Passage évidemment au Conseil d'État, le juge français, juge administratif, qui applique, ou en tout cas qui a tendance à appliquer depuis longtemps le droit européen. Et surtout, Mathias Guiomard, encore une fois, ce juge français nommé à la CEDH, qui est intéressant, c'est qu'il était rapporteur dans l'affaire dans laquelle le Conseil d'État a incité, enfin, il était rapporteur dans l'affaire dans laquelle le Conseil d'État a conclu à la supériorité des directives, de l'intégralité des directives européennes sur le droit français. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron a choisi en 2020, comme candidat pour la France pour siéger à la CEDH, un juge français dont on savait depuis 2009, voire même par sa formation, qu'il était éminemment favorable à la supranationalité. Naturellement, il a d'un côté voulu que le Conseil d'État enregistre la suprématie des directives, et il est nommé à la CEDH en 2020, c'est-à-dire les années où notamment la CEDH, vous n'êtes pas sans savoir, a notamment empêché la France de rapatrier par principe ces djihadistes en Syrie, d'accord, sous prétexte que nous ne leur offrions pas des voies de recours. D'accord, des voies de recours effectives. Ce qui veut dire que tout est dans tout. Nous avons une formation, une poursuite de la chose, une volonté de chérir l'Union européenne et au bout du bout, une nomination à la Cour européenne des droits de l'homme. Tout est dans tout. Mais si vous prenez de la même façon le juge français qui siège à la Cour de justice de l'Union européenne, Bonichot, on retrouve exactement le même type de formation. C'est-à-dire un passage très rapide du point de vue, enfin, du côté des sphères européennes et finalement à mon sens, des personnalités, aussi qualifiées qu'elles soient, qui ont oublié qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et c'est là ma conclusion, peut-être toute simple, mais à mon avis essentielle, que les générations à venir vont retrouver, je pense, on ne pourra pas s'en faire l'économie, qui est une phrase biblique, c'est qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Un seulement, sinon, quoi qu'il en soit, vous finirez par mal servir l'un des maîtres ou par mal servir les deux. Mais on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit, un jour, l'Union européenne l'emportera, et elle est téléguidée depuis les années 60, elle s'appellera un État fédéral, et j'ai envie de dire, en réalité, matériellement, elle l'est déjà, même si on n'a pas le titre. Soit, vous protégez les intérêts de votre pays, auquel cas, vous n'êtes forcément que hostile
à la chose qui s'est échappée, à la création qui a été téléguidée depuis les années 60. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Je vous remercie. Bien, écoutez, merci infiniment. Je ne m'étais pas trompé lorsque j'ai dit au tout début que cette conférence allait être passionnante, à l'image d'ailleurs des deux précédentes conférences. Moi, j'ai été vraiment très, comme nous tous, je crois pouvoir m'avancer sans problème, comme nous tous, vraiment très intéressés. Et puis alors, moi, ce qui m'a beaucoup plu en tant qu'ancien magistrat, ancien juge d'instruction, c'est de voir toute cette démonstration sur les mobiles et sur le crime, finalement, qui a été commis, cette supranationalité, grâce à des armes redoutables, et l'arme redoutable qui est le droit. Donc c'était passionnant, mais je me posais aussi la question de savoir si le crime était parfait ou pas, et je pense qu'il ne l'est pas, parce que là, on l'a démasqué. Donc vraiment, merci, et on est là, justement, pour faire en sorte d'y remédier. Et juste une petite question, accessoire, mais je pense avoir déjà la réponse. Vous êtes déjà intervenu à l'École nationale de la magistrature? Absolument pas. Ah ben c'est fort dommage. Moi qui ai été directeur de cette École nationale de la magistrature, croyez-moi que... Voilà, mais peut-être demain, dans quelques temps. Parce que c'est ça qu'il faut en fait donner comme information à nos jeunes étudiants, à nos jeunes futurs magistrats. C'est ça, mais tout ceci, tout ce que vous avez dit, ils ne le savent pas, on ne leur apprend pas, puisqu'il y a effectivement le dogme qui est appliqué et qui est celui que malheureusement nous connaissons bien. Je vais laisser la présidence de cette conférence à Mathilde, parce que je dois partir chez la réunion du bureau du groupe. Voilà. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. Il y a d'ailleurs déjà Mathieu Vallée, Fabrice Leggeri qui veulent, et Alexandre donc Varro qui veulent déjà vous poser des questions. Vous êtes en de bonnes mains. Moi, je regrette de devoir partir parce que j'ai le bureau du groupe, mais je vais vous retrouver très prochainement. Et en tout cas, vraiment, vraiment, merci pour cette conférence qui est passionnante sur le fond, sur la forme. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc merci beaucoup pour cette intervention, en effet très claire sur un projet qui finalement, somme toute, se dévoile et n'a pas toujours des objectifs contraires à notre engagement ici, enfin pour le groupe en tout cas des Patriotes pour l'Europe. Je pense qu'il y avait certaines questions dans la salle. Ah bah oui, on a fait un paquet. On va... Allez, bienséance oblige, on va... Priorité aux dames. Merci Pascal. Bonjour monsieur, merci pour votre conférence. Alors, moi j'ai de la chance parce que j'appartiens à une génération de juristes qui a échappé à l'apprentissage du droit européen. C'était la dernière année. Après, ils ont eu droit à ça, mais moi j'ai traversé mes études de droit en entendant parler de droit international, privé ou public, mais jamais de droit européen. Et j'ai entamé ensuite une carrière d'avocat, puis de magistrat, et j'ai pu voir à la pratique la monstruosité juridique dont il s'agissait. Parce que pour moi, c'est vraiment une monstruosité juridique dans laquelle on est enfermé comme dans un carcan, en fait. Et évidemment, le voir après, c'est très difficile, en fait. Là-dessus, je voulais vous poser une question sur votre constat par rapport à la supranationalité. Parce que moi, je ne partage pas votre optimisme pour dire qu'on va vers un État fédéral. Moi, je pense que nous sommes dans un État fédéral. Nous sommes même au-delà d'un État fédéral, puisque dans un État fédéral, les États fédérés ont leurs propres règles. Et qu'il y a des espaces, des latitudes, des espaces pour légiférer qui existent et qui sont respectés. Et je pense que la structure européenne n'offre même pas ça. On est au-delà. Pour moi, on est dans un État qui est un État intégré, en fait. D'ailleurs, le plus petit dénominateur commun qui est envisagé, ça ne sera pas les États-nations en tant que tels, ce seront de grandes régions. Donc, plus rien à voir avec les États que nous connaissons. Donc, je me demande, mais je soumets ça à votre appréciation, si on n'a pas déjà dépassé largement le stade du fédéralisme. Alors... Non, marche pas. Oui. Ça revient. Oui. Alors, en fait, 3 éléments. Un élément peut-être anecdotique, mais tout de même. J'essaye de rester optimiste.
C'est-à-dire que c'est peut-être pas une réponse très satisfaisante, mais après je y reviendrai au fond du débat. Moi, contrairement à vous, précisément, j'ai passé mes années sur les bancs de la fac à apprendre des horreurs. C'est-à-dire, j'ai dû apprendre des horreurs posées effectivement comme des évidences, alors qu'on m'a appris à ne pas aimer mon pays. Je ne dis pas qu'on me l'apprenait formellement, personne ne me disait « n'aime pas ton pays », mais en fait, on a appris une forme d'inféodation ou de soumission ou de suzeraineté, en fait. Je pense que c'est d'ailleurs le terme plus juste, une forme de soumission, mais une forme de suzeraineté au bastion bruxellois, comme s'il y avait un roi dans un magnifique château et que nous étions des serfs pris dans cette espèce de féodalité nouvelle forme. Donc, j'essaye de rester optimiste parce que sinon, effectivement, je trouve qu'on a l'impression d'avoir un éléphant qui fait le travail et qui avance à toute vitesse depuis très longtemps, en réalité. Bon. Alors, plus au fond et plus lourdement et plus précisément, sur l'absorption des compétences nationales par l'Europe, oui, je suis totalement d'accord avec vous. J'ai même envie de vous dire, en 65, par cette Robert Lecourtisation, si je puis dire, ce travestissement français, en fait, l'État fédéral a commencé là. Et le fait même que la primauté soit considérée comme une logique organique au sein même du fonctionnement de rapport de compétences, fait que oui, le fédéralisme est là depuis longtemps, et oui, il est bien plus avancé qu'on ne le croit. Et d'ailleurs, là je vous donne totalement raison, ce qui est clair, ce qui me frappe toujours, c'est qu'on ne se rende pas compte que le combat qu'on a à mener, il n'est plus sur des compétences, il est sur, au nom de l'état de droit, l'intégralité de la moindre norme, contraignante ou non, qui sort de l'Union européenne. Ça veut dire que techniquement, s'applique aux États à la fois ce qui est prévu et ce qui n'est pas prévu, à la fois ce qui est contraignant et ce qui n'est pas contraignant, puisque de toute façon, on appelle ça l'état de droit. Donc si au bout du compte, en 2024, vous dites non, vous êtes forcément quelque part sanctionné, alors que ça n'a rien à voir avec la répartition des compétences prévues dans les traités. Là, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on a une forme de fédéralisme depuis longtemps. Maintenant, j'ai quand même, c'est le troisième point, une remarque une observation, c'est que je pense, petit 1, je ne suis pas le premier à le dire, mais tout de même, je pense que ce qui fait peur aussi, et c'est le talon d'Achille à mon sens de l'Europe, en tout cas je crois, c'est que l'Europe est conçue à la fois sur une forme de laissez-passer libéral quant à ses valeurs intrinsèques, c'est-à-dire que je me rappelle, c'est pas l'Union européenne, c'est l'Europe au sens large, mais franchement, peu importe, cette campagne invraisemblable sur la liberté dans le voile et dans la liberté, comme la liberté dans la diversité, etc., etc. Là, l'espèce de campagne de promotion invraisemblable, dans le hijab, pardon, etc. Cette campagne de promotion invraisemblable constitue pour moi le cœur des valeurs de l'Union européenne, contrairement à ce qu'on dit. Là, on arrive vraiment vers le noyau dur, la substantifique moelle de l'Union européenne. Mais en même temps, je pense que ce qui est la limite de l'Union européenne, c'est que sur le fond, elle n'est qu'une machine soviétique. Elle est un fonctionnement purement bureaucratique. Alors évidemment, on me dira, facile à dire parce que politiquement ça plaît de dire ça. Je ne crois pas. Je crois quand même qu'une bureaucratie, pour qu'elle puisse l'emporter, elle doit avoir, qu'on le veuille ou non, un territoire, un peuple, un pouvoir, une direction. Une bureaucratie. L'URSS a fonctionné parce que sur le fond, il y avait une idéologie et il y avait du talent, qu'on le veuille ou non. Il y avait une idéologie, il y avait du talent et il y avait un État, qu'on le veuille ou non. Et je ne suis pas en train de faire l'apologie du marxisme, mais il y avait quelque chose de logique dans le rapport entre la géologie, la géographie, la politique, l'idéologie, tout était lié. L'Union européenne, si on est un peu caricatural, n'est rien d'autre que quelques lotissements vitreux éco-responsables avec une armée de fonctionnaires, plutôt une cohorte, très bien payée, certes, avec une organisation fonctionnelle, hiérarchique, pyramidale assez claire, mais qui, sur le fond, n'est rien d'autre que cela. Est-ce que ça peut tenir très longtemps? J'ai des doutes sur le temps long. Vous savez, donc fonctionnellement, je suis d'accord avec vous, je suis pas loin de penser comme vous, mais je crois aussi que l'histoire ne peut avoir que la peau d'une structure aussi illégitime et qui ne fonctionne sur le fond, et je le répète depuis le départ, que sur l'accumulation, l'agrégation et la sanctification de papier. Le droit, c'est du papier. Mais je sais que c'est facile à dire, hein,
Je sais que c'est facile à dire, mais je crois qu'à un moment, il faut quand même revenir à cela, parce que sinon, vous voyez, il y a une différence entre la Bible, je veux dire, le texte, le Saint Codex, je veux dire, de l'Occident, et à côté de ça, du papier, créé dans des arcanes invraisemblables, à qui on a donné une valeur uniquement par le jeu de générations académiques qui ont mis dans le crâne des étudiants qu'il y avait un principe de primauté. Vous voyez, je pense quand même que là, à un moment, il y a une démystification qui m'apparaît être encore jouable. J'espère. Alors, désolé, pour des raisons pratiques, M. Vallet, qui doit nous quitter, avait une question. Et après, je te repasserai la parole. Oui, j'ai écouté votre intervention. Alors, je suis sensible au fait que, effectivement, dans la CGE ou la Cour européenne des droits de l'homme, elle a déjà ses petites sœurs. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation. Moi, je vois par exemple, d'un point de vue très pratique en tant que policier, par exemple sur la loi Casseur que la droite avait fait voter au Parlement et qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, où on nous dit qu'elle est mal rédigée, donc peut-être qu'il faudrait mieux former les parlementaires nationaux, j'en sais rien. En tout cas, ça part d'un principe que nous, sur le terrain, dans des manifestations où l'ultra-gauche les pourrit, les saccage et brûle du flic, on les connaît, on les fiche, on les suit, et que comme les hooligans dans les stades de foot, si on avait la possibilité de les faire pointer avant, pendant et après les manifs, ça soulagerait les renseignements, les services de terrain et les manifestants pacifiques qui revendiquent des positions légitimes. Pareil pour le Conseil d'État sur l'obligation de récupérer des personnes qui ont été faire le djihad en Syrie, en Afghanistan ou dans toutes ces zones où on sait qu'ils vont pour tuer du français et qui ont la haine de la France et qu'on nous oblige à récupérer et qui du coup, en plus des personnes qui sont condamnées pour terrorisme qui sortent de prison que les services de renseignement doivent suivre, en plus de celles qui sont suivies pour radicalisation, en plus de celles qui font l'objet d'une évaluation, ça devient un sacerdoce pour pouvoir suivre correctement toutes ces personnes. Pareil, je pense encore pour le Conseil constitutionnel sur la censure, sur la consultation rigueur des sites djihadistes. On l'a fait pour la pédopornographie. Par exemple, pour Dominique Bernard, la DGSI avait du mal à judiciariser un comportement dont elle savait parfaitement que par les fréquentations, par l'attitude et le style de vie, il pouvait passer à l'acte, sauf qu'il fallait, dans un état de droit, une judiciarisation, et ils avaient constaté qu'ils consultaient régulièrement des sites liés au djihad, ou en tout cas qui faisaient l'apologie du djihad, et malheureusement, comme l'infraction autonome n'est plus caractérisée depuis la censure, c'est ce qui ne permet pas aux enquêteurs d'avoir, par exemple, judiciarisé ce comportement. Et enfin, pour finir, comme il y a Pascal qui est là en tant qu'ancien juge d'instruction, on a aujourd'hui en France des choses qui fonctionnaient, les factures détaillées, la géolocalisation, et par une série de jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne, des juges européens, là où les enquêteurs au PJ ou agents de police judiciaire travaillent très bien avec des juges d'instruction ou des parquetiers, aujourd'hui on rajoute des strates, des documents, des autorisations, des sacerdoces pour les enquêteurs dans une filière qui est complètement désertée. Demain on n'aura plus d'enquêteurs pour faire tant les cambriolages que pour les grands meurtres. En tout cas aujourd'hui il y a une désaffection réelle et pas simplement pour la petite délinquance du quotidien. Et donc je voulais savoir, pardon d'être précis, mais comment vous voyez l'avenir, parce que je suis d'accord avec Pascal, l'optimise dans des structures qui se superposent, qui se juxtaposent et qui en fait font tout sans être caractère, et plus pour les détenus, les voyous ou les gens qui nous veulent du mal, plutôt que pour ceux qui nous protègent ou les magistrats qui jugent avec des normes déjà bien compliquées en France, qui sont encore plus compliquées par des normes européennes. Alors, premièrement, je n'ai jamais dit que ce serait simple. J'ai dit que, je dis, et je répète un peu, on me le dit souvent que je suis pessimiste, j'essaye de retrouver une petite flamme comme ça quand même, parce que sinon, il n'y a plus que l'abîme. Alors, sur ce rapport de superposition, je suis totalement d'accord avec vous. Il y aurait tellement d'exemples. Vous en donnez une batterie dans le domaine de la sécurité, de la police, etc., ou de l'armée, peu importe, ou des intérêts français à l'étranger, je veux dire, c'est clair. Il y aurait autant à dire sur le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, sur la réforme des retraites, la loi immigration, je veux dire, la superposition des strates est délirante. Juste, je fais une parenthèse, on aura un débat, à mon avis, bientôt sur la loi immigration que nous prépare Bruno Retailleau. J'entends pas mal de gens se réjouir en disant cette fois-ci le Conseil ne va pas censurer puisque c'est un cavalier législatif la dernière fois. Je serais beaucoup moins optimiste parce que vu jusqu'à présent il ne s'est pas prononcé sur le fond. Le jour où il se prononcera sur le fond et il ne sortira l'arsenal constitutionnel qui n'est que transposition des obligations européennes, il y a 1000 manières de découper la loi française. Donc on verra ce qu'il va faire. Mais alors concrètement, sur les superpositions, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça vous paraît, je ne sais pas si c'est là une espèce de candeur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on installe le sapin de Noël à Strasbourg aujourd'hui. Je crois que c'était hier. Peut-être que c'est la candeur de Noël qui m'habite, vous voyez, qui démarre en cette belle période. Peut-être. Je ne crois pas. En fait, le plus simple élément juridique, la leçon la plus évidente du droit, évidemment, on l'a oublié, donc il faut le rappeler, il faut retravailler dessus, je n'ai pas dit que c'est fait en 5 minutes, c'est que toute loi qui n'est pas française vaut moins que la loi votée en France.
Ça veut dire que toute jurisprudence rendue par des juges supranationaux n'a pas, selon moi, la même valeur que des jurisprudences rendues par le juge français. Je m'explique. Évidemment, en disant ça, je dis des généralités, et on a l'impression que je vais renverser l'articulation en 5 minutes. Pas tant que ça. Parce qu'en réalité, le problème, c'est que si vous mettez en place au Conseil d'État, à la Cour de cassation, à la Cour européenne des droits de l'homme, à la Cour de justice, etc., des gens qui se rappellent qu'il n'y a pas 2 maîtres à la fois, il n'y a qu'un seul qui s'appelle Paris, dans ce cas-là, immédiatement, le rapport de force est possible. Le bras de fer évident est possible. Alors, je n'ai pas dit qu'il était simple. Hein. Vous allez être la risée de tout le monde et vous allez être le populisme, non, parce que le mot n'est pas assez fascisant. Donc, on va vous trouver un nouvel épithète sorti du placard pour tenter de vous dire que c'est impossible. Mais il n'empêche, et moi, c'est ma réponse en tant que juriste, un État de droit est un État dans lequel la Constitution est la norme suprême parce qu'elle est la norme d'appartenance, enfin, elle est la norme qui appartient au peuple souverain. Ça veut dire que si je suis un minimum sérieux, il n'y a rien au-dessus de la Constitution française. Tout le reste n'est que fabrication jurisprudentielle, illégitime, fabriquée dans un laboratoire qui s'appelle le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour de justice, etc. Ça veut dire que si vous démystifiez ce que je disais tout à l'heure, le crime originel, en disant « je refuse que mon pays soit livré à une jurisprudence qui vient d'un homme qui a trahi le général de Gaulle et le rêve français des années 60, et d'un centriste qui a lui-même trahi la France en estimant qu'il avait à ratifier sans être légitime la Cour européenne des droits de l'homme. Là, vous faites un travail de fond qui touche à la fois à la construction des juges français, enfin à la formation des juges français, à la composition des juridictions françaises, à la composition des juridictions européennes dans un bras de fer général. Parce qu'effectivement, là où je vous rejoins, et là je suis pessimiste, si on s'imagine qu'on arrivera, qu'on parviendra à naviguer avec des dispositions ou des décisions plus ou moins bonnes, à mon avis, c'est même pas la peine d'espérer. Soit il y a une révolution en matière de composition, de formation, de refonte globale de ce qu'on appelle l'état de droit, soit le navire continuera, et alors ces décisions que vous avez mentionnées tout à l'heure ne feront que se poursuivre jusqu'à la nuit des temps. Oui, monsieur Leggeri. Oui, merci, monsieur Benessa, pour cette exposition vraiment très, très brillante et lumineuse de ce qui s'est passé ces dernières décennies. Moi, j'aimerais bien, enfin, je fais partie d'une génération d'étudiants qui est entrée à Sciences Po avec l'arrêt Niccolo du Conseil d'État. Et nos enseignants en droit nous disaient, ça va vous poursuivre pendant toute votre carrière, il y a une révolution juridique, c'est la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'était à peu près au moment où se discutait le traité de Maastricht. Et on nous parlait beaucoup du principe de subsidiarité. Donc ma question, c'est est-ce que une autre pratique des institutions aurait été possible, je dirais à droit constant, si on avait eu des gouvernements attachés au principe de subsidiarité, un Parlement européen attaché au principe de subsidiarité et des juges peut-être choisis et désignés pour leur conception, je dirais, honnête de ce qu'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire, si on le définit comme l'obligation de décider et de faire au niveau géographique, local, le plus approprié, ce qu'on fait bien au niveau national, on le fait au niveau national et on n'a pas besoin de le faire ailleurs. Je veux dire que si on compare parfois à ce que nous racontent des Suisses, ça m'est arrivé, j'avais l'impression que la Suisse était beaucoup plus respectueuse des cantons suisses et de leurs compétences que ne l'est aujourd'hui l'Union européenne vis-à-vis des États-nations. Donc je ne sais pas, le conseil que vous pourriez nous donner à nous qui sommes députés européens, comment pouvons-nous contribuer à faire revenir les institutions vers le principe de subsidiarité? Merci. Alors, vous parliez, monsieur Leggeri, à l'instant de l'arrêt Niccolo à l'époque de la décision, oui, des décisions Maastricht et du traité de Maastricht. J'ai eu l'occasion, je crois que j'en ai parlé devant le groupe l'année dernière ou cette année lorsque j'ai présenté mon ancien livre sur le référendum. Il y a quand même une phrase qui vient de Robert Badinter qui m'a beaucoup frappé. Robert Badinter, on peut difficilement m'expliquer qu'il s'agissait d'un populiste en puissance. Je veux dire, feu Robert Badinter n'était pas franchement connu pour être de ce style-là, pour rester mesuré. Lorsque Robert Badinter est président du Conseil constitutionnel, il a dû connaître
de la décision sur Maastricht, des décisions sur Maastricht. J'y viens parce que j'y ai trouvé, à la lecture, une phrase absolument incroyable de Robert Badinter, où on lui demande si le référendum ne donne pas le bon résultat, ce genre de choses, comment on fait ? Il y a un débat entre les membres du Conseil constitutionnel. Et Robert Badinter a cette phrase, il dit « Quand le peuple parle, les juges se taisent. Quand le peuple parle, les juges se taisent. » Ça, dans le cadre de Maastricht, c'est absolument invraisemblable de le lire 30 ans plus tard en se rappelant que c'est la phrase par laquelle Robert Badinter, d'ailleurs, tue dans l'œuf devant le Conseil constitutionnel des débats sur l'orientation et le résultat potentiel du référendum. Je dis ça pourquoi ? Ça veut dire qu'à l'époque, manifestement, subsistaient quand même encore des inconnus, des débats, des discussions, un vrai, un hiatus entre les volontés de l'Union européenne, les volontés supranationales, la question du référendum, de la volonté du peuple. Vous voyez, il y avait encore de l'espace. Cet espace-là, à mon avis, globalement, il s'est perdu. On a comblé le vide, on a comblé les trous, on a rempli de plus en plus, ce qui fait que le vide a été comblé, et petit à petit, une phrase comme celle-ci de l'époque de Robert Badinter serait aujourd'hui, seul un populiste dirait ça. Je ne pense pas que Robert Badinter, avant de décéder, aurait pu reprononcer une phrase pareille. Pourquoi je dis ça ? Parce que si je réfléchis, et vous faites un lien tout à fait légitime et logique d'ailleurs entre le fonctionnement de l'Union européenne et le fonctionnement d'un État fédéral, et sur la fameuse question de la subsidiarité. Là où je suis sceptique, je ne sais pas si c'est le terme, mais un État fédéral vit soit d'une histoire qui l'a rendu fédéral parce qu'il était vaguement unitaire, soit il était fédéral par essence parce que c'est une façon de respecter les communautés locales, les traditions, les cultures, éventuellement les langues, etc. etc. Il y a plusieurs... On va faire un cours de droit constitutionnel, mais enfin, voilà le fonctionnement. Ce qui me paraît compliqué dans la question européenne, c'est que l'année dernière, la Cour suprême américaine a rendu un arrêt absolument fondamental que personne n'a compris, 2 arrêts d'ailleurs, sur la question de l'avortement et sur la question des armes à feu. Tout le monde en a retenu que la Cour suprême a dit « demain, avortement, Schluss ». C'était très simple, c'est les médias français qui ont dit ça, c'était archi faux. Ce qu'a dit la Cour suprême, elle a dit clairement que, en réalité, une question comme l'avortement, eu égard à son impact, relève des législations, des législateurs, des États fédérés. Ça veut dire qu'il faut que le Parlement du Wisconsin, de l'Arkansas, de l'Ohio soit consulté, y compris même les exécutifs, les gouverneurs locaux, avant qu'une question comme ça soit tranchée par le biais de la Cour suprême fédérale. C'est la question de la démocratie fédérale, si je puis dire. Ça veut dire que la question que s'est posée la Cour suprême sur l'avortement aux États-Unis n'est pas une question sociétale, c'est une question d'articulation des compétences. La Cour suprême s'est demandé si oui ou non, c'était à l'échelon fédéral ou aux échelons fédérés de trancher la question. Et eu égard à l'histoire américaine, en fait, si vous regardez les décisions là-bas, cette question de rapport de compétences font, et maintenant, si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris des questions de Trump, Harris, etc., du point de vue juridique, je veux dire, c'est qu'en fait, les juges démocrates ne souhaitent pas tant, c'est pas la question sociétale, les questions des juges, c'est la question de la fédéralisation des compétences, là où les juges républicains, ou même de la Federalist Society, sont favorables à ce qu'il y ait un échelon fédéral, des États fédérés, qui soit protégé. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'au niveau de l'Union européenne, ce qui me gêne, c'est vu qu'il n'y a aucune histoire du fédéralisme, vu que l'Union européenne est une invention de toute pièce, vu que c'est une création hors sol. Je n'ai aucune idée quant à la faculté qu'on puisse lui injecter, la capacité qu'elle puisse avoir de réfléchir, de pratiquer et de tolérer une certaine conception du fédéralisme. À mon avis, la question de l'Union européenne, c'est la question de la concentration des pouvoirs. Il y a une forme de totalitarisme soft à l'intérieur de l'Union européenne. Je suis sceptique sur ces rapports de compétences parce qu'encore une fois, il n'y a rien dans l'histoire, dans les traditions, dans la pratique qui me permet décemment de croire à un fédéralisme tempéré ou classique, tel le modèle fédéral. Vous voyez, c'est là où moi je suis par nature sceptique quant à l'articulation harmonieuse entre les deux échelons. Oui, madame. Oui.
Ah, pardon. Oh, pardon, je lis, je t'en prie. Je t'en prie. Pardon, merci beaucoup pour l'exposé. Oui, c'est en lien aussi avec la répartition des compétences dont vous venez de parler. Il me semble qu'il y a 3 ou 4 ans, il y a 2 cours constitutionnelles européennes, la Cour constitutionnelle polonaise et allemande, qui avaient rendu des décisions qui avaient été un peu un coup de tonnerre sur la répartition des compétences et sur le fait que les organes européens ne pouvaient pas aller au-delà de ce qui était prévu par les traités. Est-ce qu'à votre connaissance et dans votre parcours de juriste, vous avez des exemples où le Conseil constitutionnel français aurait eu un peu des soubresauts de résistance où ça n'a jamais existé ? Ce qui est intéressant, c'est que, vous avez raison, il y a eu des soubresauts constitutionnels au niveau des cours nationales. Alors, ce qui était intéressant, c'est que dans l'arrêt rendu par la Cour allemande, on était en plein Covid. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au moment même, durant le Covid, où on discutait, c'était de mémoire, on était en juin 2020, je crois. Juin 2020. Donc on était en pleine discussion on était encore très très loin des vaccins. On n'a pas de masque, on n'a pas de médicaments. On découvre que la Chine fait tout et on ne sait plus rien faire. Enfin bref, on était dans la première phase, on va dire. Ce qui était intéressant, c'est que du coup, cette rivalité européenne s'est greffée la question de l'arrêt rendu par la Bundesverfassungsgericht, par la Cour constitutionnelle allemande, en plein milieu du Covid. Ce qui est intéressant, c'est que la Cour constitutionnelle allemande, elle, a réfléchi en termes de rapport de compétences. Si on relit l'arrêt, je l'ai rapidement de mémoire, tout exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, en le lisant, parce qu'en fait, j'avais fait l'analyse à l'époque dans mon précédent livre de cet arrêt-là, on s'aperçoit qu'elle elle avait déjà fait le même travail auparavant et elle était sur la question du fédéralisme. Et elle disait, je crois que de mémoire, la Cour disait quelque chose comme si le fédéralisme va plus avant, on sera obligé de consulter le peuple allemand pour cette question de fédéralisme. Donc il y avait exactement, avec la question de la constitution allemande, etc. Alors sur la question française, si je transfère cette question, ce qui m'empêche à vous donner raison, c'est que oui, le Conseil constitutionnel, il n'a pas baissé pavillon en 2 temps, 3 mouvements. C'est-à-dire que la question de l'articulation des rapports de compétences en France, elle a donné lieu à des salves de décisions qui ont été contradictoires les unes par rapport aux autres. Mais petit à petit, on en est venu à considérer que la particularité, c'est le terme qu'on employait en droit constitutionnel de l'ordre européen, était en réalité intégrée. Vous voyez, de particularité, on parle intégrée. Ce qui veut dire qu'on admet l'intégration de la spécificité européenne dans l'ordre interne. Donc, on admet quelque part que l'ordre européen, il transperce l'ordre français. Et c'est là où, à mon avis, il y a une vraie différence entre un État fédéral comme l'Allemagne et un État comme la France, parce que l'Allemagne réfléchit constamment dans son propre rapport au fédéralisme. Elle l'intègre comme des modalités de son propre rapport à cette répartition des compétences. Elle se dit, qui est au-dessus de moi? Parce qu'il y a les Länder, il y a le Land, il y a cette articulation entre les deux, et il y a par-dessus les velléités de l'Union européenne à se prétendre, sans le dire, État fédéral. Et donc je pense que dans l'articulation, dans le raisonnement même, c'est tout à fait différent si vous raisonnez à partir d'un juge qui est là pour trancher des répartitions de compétences, et un juge comme le juge du Conseil constitutionnel qui n'est pas du tout là pour ça. Et je terminerai juste, mais parce que moi c'est fondamental, pour comprendre ce qu'est un juge constitutionnel, il ne faut surtout pas regarder ce que font les Français. C'est qu'en fait, nous n'avons pas un juge constitutionnel, nous avons une blague. Nous avons un juge qui, en fait, pour être sérieux, nous avons un juge dont le général de Gaulle ne voulait pas, donc on lui a imposé cette juridiction, et ensuite elle a fonctionné sur un modèle qui est tout à fait différent de tous les autres modèles, et qui ne tranche pas de la même façon, qui ne rend pas le même type de décision, qui raisonne différemment. Ce qui fait qu'en fait, si vous voulez, un vrai, entre guillemets, juge constitutionnel, vous allez en Allemagne ou aux États-Unis, vous avez des juges constitutionnels qui sont là précisément pour trancher des rapports de compétences, d'où leur relation et leur analyse fédérale sur ce fédéralisme-là qui s'intègre sur la question européenne. C'est là où, du coup, ces arrêts sont absolument passionnants. Désolée, en effet, c'est très passionnant, mais peut-être... Non, mais je voudrais interroger Maître Varro et surtout notre collègue qui peut-être peut avoir un éclairage différent sur un autre pays qui est... Ah si, ça pourrait être intéressant, le rapport justement de vos propres juges, votre souveraineté justement à la construction européenne, comment ça se fait? Est-ce que finalement y a-t-il un gouvernement des juges qui suit la logique européenne, ou est-ce que justement au contraire ils servent le peuple, et là aussi, et quand votre peuple parle, est-ce que les juges chez vous se taisent?
Ça serait intéressant d'avoir votre point de vue. Allez-y. Il y a un ordre que vous préférez. Allez, Madame la Présidente. Allez, Monsieur Varro, Maître Non, Varro. mais je m'efface Vous avez volontiers. une question et après un témoignage. Bon, ça sera assez rapide et c'est vraiment une question. Vous nous avez décrit, vous avez donné une archéologie de l'évolution des cours européennes. On voit que l'une arrive par inadvertance, l'autre arrive par surprise. Nous sommes d'accord sur le constat. Après, si vous vous souvenez de ce qu'a déclaré André Léniel en 1981 à l'Assemblée nationale, ce qui avait fait scandale, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Et ça avait fait scandale, mais c'était tout de même assez juste. Car incontestablement, dans un état de droit, celui qui est politiquement minoritaire a juridiquement tort et peut-être pour assez longtemps. Alors, mon cher confrère, nous sommes des politiques. Moi, je suis passé de l'autre côté du miroir. J'ai mal tourné. Ce qu'il nous faut maintenant, ce sont des solutions opérationnelles, parce qu'on est là pour donner aux gens qui nous ont élus ici des solutions. Alors, évidemment que ces conférences nous sont utiles, parce qu'elles permettent de frotter nos esprits les uns contre les autres et devenir un peu plus intelligents. Mais j'ai entendu dans votre propos peut-être l'esquisse d'une solution, mais je voudrais savoir si je me trompe ou pas. Vous avez dit on ne peut pas servir deux maîtres. Dans l'Évangile, je crois qu'il s'agit de Dieu et de l'argent. Absolument. Voilà. Mais la métaphore vaut très bien pour la France et l'Union européenne, et on comprend très bien ce que vous voulez dire. Mais quelle est votre conclusion ? Est-ce qu'il faut comprendre qu'il faut une forme de Frexit juridique, au moins ? Ou est-ce que vous pensez qu'on peut, comme vous l'avez également évoqué, je trouve que vous avez un peu dit les deux, qu'on peut avancer dans le temps par des nominations, un peu comme les Américains l'ont fait à la Cour suprême? Mais vous voyez bien qu'avec la CJUE et la Cour européenne des droits de l'homme, c'est beaucoup plus de monde et beaucoup plus compliqué, et qu'il faudra, on ne parle pas de 9 personnes là, nommées à vie, donc ça va pas être simple. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes de solutions pour qu'on puisse, à un moment, nous on se tourne vers nos électeurs tous les 5 ans, et il faut qu'on leur donne des résultats. Alors, j'aimerais avoir, vous savez, une solution pouce-bouton. Vous voyez, J'en suis resté à la piste. Alors, je vous accorde que je suis un peu sadique, mais c'est là. Mais je vous en prie, cher confrère. Vous savez ce qu'est la confraternité. Naturellement. Je vais essayer je déteste la langue de bois, c'est pas mon style, donc je vais essayer de répondre clairement, tout en essayant de ne pas esquisser des rêves, de doux rêves invraisemblables. Premièrement, et en fait, vous avez raison, l'un n'empêche pas l'autre. En fait, c'est effectivement pour moi plusieurs. Il y a plusieurs leviers à actionner en parallèle. Premièrement, effectivement, je pense que de nommer, d'alimenter la machine par des commis de l'État, théoriquement, des serviteurs de l'État, qui en viennent à alimenter un système qui va à l'encontre de la main qui les a formés, me semble un problème fondamental. Il y a même, j'allais dire, il y a même un problème d'allégeance, d'une certaine manière. Je ne parle pas vraiment juridiquement, mais en tout cas, moralement, il y a un problème d'allégeance. C'est-à-dire vous êtes formé par votre pays, vous êtes formé par l'État, vous bénéficiez des meilleures écoles, etc., et vous en venez à alimenter un système qui empêche votre État d'exister. Je pense que c'est un problème. Ça veut dire qu'il faut, c'est une évidence opérationnelle, si je puis dire, il faut impérativement des nominations conformes à l'intérêt premier, c'est-à-dire l'intérêt de l'État. Donc effectivement, là, c'est un chantier, on va dire, alors là, opérationnel et dans tous les domaines, qui va de pair avec un chantier culturel, académique, etc. C'est-à-dire, et alors là, nous avons tous, au sens très large, un chantier d'envergure, c'est-à-dire que réapprendre à des étudiants en droit, à des étudiants à Sciences Po, quand on voit ce qu'est devenu Sciences Po, mais plus largement à la jeunesse, que le droit national prime le droit européen, ce n'est pas une mince affaire. Ça veut dire qu'il y a une autre fable à réapprendre. Vous voyez, il faut prendre tout, il faut se rendre compte. Il y a une phrase que j'aime beaucoup du film JFK d'Oliver Stone, où à un moment, Jim Garrison, le procureur à l'origine de l'enquête, dit « Il faut comprendre que le blanc est devenu noir et que le noir est devenu blanc ».
Et on a fait ça avec tout ça. C'est-à-dire qu'on nous a appris à apprendre l'inverse de ce pourquoi le droit national est fait. Mais ça, j'en ai bien conscience. D'une part, ça prend un temps fou. Il y a une formation, il y a du temps long, il faut réfléchir le temps long sur un chantier d'instruction, etc., etc. J'en ai bien conscience. Donc en parallèle, là encore, je n'ai pas à le défendre auprès des lecteurs, donc je sais bien que pour moi c'est plus facile à présenter de la chose. Je pense quand même que si les Français s'aperçoivent qu'une personnalité élue, admettons qu'un président de la République, qui ne devrait pas dire ça mais décide de le dire quand même, choisisse d'affronter l'Union européenne bille en tête, avec difficulté, avec hargne, en réaffirmant ses intérêts, mais n'y arrive pas. C'est-à-dire que vous avez un choc absolu de tous les jours entre la France et l'Union européenne. J'en tire 2 leçons principales. Premièrement, ça, je ne vous cache pas que c'était une discussion avec Guillaume Bigot, on nous en a eu plusieurs fois, lui et moi. C'était même, on n'est pas tout à fait d'accord sur tout, mais c'est aussi le plaisir d'écrire à 2. Je pense, premièrement, que la stratégie de l'exemple n'est pas idiote. En 1958, le général de Gaulle a été élu. Personne ne l'aurait suivi, personne, sur l'indépendance de l'Algérie. Il a pu le faire parce qu'il y a eu 4 ans qui se sont passés, parce que la politique a été conduite, parce qu'il a montré la voie et qu'il a estimé, qu'il a montré et qu'il a souligné qu'en dehors de cette voie, rien n'était possible. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie de l'exemple. À mon avis, si les Français s'aperçoivent que même quelqu'un qui veut aller au carton, qui veut défendre son pays n'y peut pas, à mon avis, à un moment, les Français vont se rendre compte que dans ce cas-là, seule la méthode forte peut l'emporter. Ce qui fait que quand je dis méthode forte, je dis quoi ? On va me dire, le Frexit, j'en entends souvent, on me dit le Frexit, c'est la meilleure des façons de perdre une élection. Personne n'en veut. C'est un suicide électoral. Oui, certainement. En tout cas, pour l'instant, ça l'est. Les derniers sondages sont quand même très discutables. On a une majorité de Français qui disent quoi c'est intéressant les sondages, on les regarde tranquillement. Les Français disent dans les sondages après sondage, si j'avais à revoter pour Maastricht et Lisbonne, je voterais pour ni l'un ni l'autre. Donc ils diraient, j'annulerais 92 et 2000. Bon, 2005 c'était déjà le cas, mais 92 également. Et pour 40% d'entre eux, dans certains sondages, ils voteraient le Frexit. Donc à mon avis, la solution pour moi, en l'état de mes maigres... Je veux dire, je n'ai pas travaillé sur une solution opérationnelle. Je réfléchis. Je pense que le blocage auquel un président qui déciderait de s'y frotter serait confronté, c'est une stratégie de l'exemple. C'est le premier pas pour se dire, écoutez, je ne peux rien faire. Je suis bloqué, je ne peux rien faire d'autre que d'aller au carton. Et dans ce cas-là, dans un second temps, aller au carton direct à l'Union européenne, sachant que, et j'en ai fini avec ça, mais je pense qu'il y a un vrai débat là-dessus, je pense que, avec toute l'amitié que je peux avoir avec tous les pays qui décident d'aller au carton actuellement, on n'est pas les premiers à discuter de ce genre de choses, les Polonais ont eu leur antécédent en la matière, la Cour constitutionnelle polonaise l'a fait, les Hongrois en discutent depuis des années, j'en ai bien conscience. Mais il y a une particularité française, ou peut-être que là aussi j'ai un rêve un peu grand, c'est quand même que si demain la France quitte l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. Sans la France, il n'y a plus d'Europe. Si vous enlevez la France ou l'Allemagne, aussi triste qu'on soit devenu, aussi endetté qu'on puisse être, aussi peu exemplaire qu'on soit, aussi critiquable qu'on soit, si demain la France sort de l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. Ça veut dire qu'à mon avis, le bras de fer que vous jouez n'est quand même pas le même qu'avec des pays qui ont rejoint plus tardivement la cause européenne et qui vivent une histoire qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Mais pour ça, il faut le contraire de ce qu'on fait depuis 40 ans. Le contraire, c'est une politique du courage. Aucun président n'a eu le moindre courage sur cette question depuis 50 ans. À part des cas, je dirais à part des moments, mais sans une politique sur le long terme. Madame Sorel ? Ah, pardon.
Merci. J'ai pas une formation de droit, donc je ne vais pas parler comment ça se passe chez nous en Hongrie, mais c'est très intéressant ce que vous avez dit à propos des cours et aux États-Unis, en Allemagne, et les cours constitutionnels, c'est quoi leur rôle et comment c'est différent. Ça serait intéressant d'avoir une conférence qui fait une comparative des différentes attitudes, je dirais, constitutionnelles et des cours. Ce que je voulais demander, c'est revenir au point ce que vous avez mentionné à propos, c'était quoi exactement? C'était, vous avez dit que c'est quand le peuple parle, les juges se taisent. Ben, c'est un peu ça la situation en Hongrie. Depuis 2010, on a des majorités constitutionnelles lors de chaque élection. Donc les cours... je dirais, joue un rôle moins important à propos de remplacer le débat politique par des décisions. La volonté politique est la première chose qui compte. Et de ce point de vue, comment vous voyez aujourd'hui la situation à propos des règles Schengen et migratoires? On a quand même, et comme vous avez dit, le droit c'est du papier, surtout le droit international c'est du papier. On a maintenant 8 pays, je crois, ou 9 pays déjà qui respectent pas vraiment les règles européennes à propos de la migration et d'asile. Ça va mener où pratiquement, puisque par exemple, en Hongrie, il y avait une décision de la Cour européenne de justice en juin qui disait qu'on doit payer une amende de 200 millions d'euros pour ne pas avoir respecté les règles de l'Union à propos de la migration. Maintenant, on voit que c'est 8 pays qui sont en, comment je dirais, en délicatesse. Ok. On ne parle pas comme ça en hongrois. On est plus direct. On est plus direct. Donc, comment voyez-vous comment ça va jouer, selon vous, puisqu'on a maintenant 8 pays, inclus l'Allemagne, inclus la France. Et comme vous avez dit, sans la France, il n'y a pas l'Union. Ben, sans la France, sans l'Allemagne, il n'y a pas les règles européennes. Est-ce qu'on va voir une désintégration des règles à propos de migration et des frontières, ou ça va mener où à propos de droit européen et souveraineté nationale? Merci. Vous savez, j'ai été frappé par la coïncidence entre à voir comment ça va s'organiser, je ne sais pas, hein, mais j'ai été frappé par la coïncidence entre la désobéissance de certains, de pays qui disent je respecte de moins en moins les règles européennes, cette coïncidence-là, et la phrase de la commissaire au marché intérieur, Johansson, qui nous disait en même temps, commissaire européenne, hein, qui disait en même temps, au même moment, je crois, en termes de temporalité, qui a rappelé que sans migrants, nous mourrions de faim. Et qui a clairement dit au même moment qu'il est hors de question de fermer les frontières, parce que si on ferme les frontières, on va mourir de faim. C'était les propos de la commissaire dans Le Figaro notamment, qu'elle a répété à d'autres endroits. Ça veut dire qu'il y a une... pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une coïncidence des formules. Je prends un autre exemple que vous connaissez en Hongrie mieux que moi. Quand la Cour de justice de l'Union européenne a sorti l'état de droit de son chapeau, c'est pile le moment où la Hongrie a commencé à résister ou à désobéir à la chose européenne. C'est-à-dire qu'on a fait monter le débat sur l'état de droit dans la jurisprudence de la Cour de justice qui n'existait quasiment pas avant. Le mot n'existait pas comme ça, où il disait autre chose, en gros. Donc on a fait monter la doctrine sur l'état de droit au moment même où la Hongrie commence à dire « je ne respecterai pas les injonctions européennes ». Pourquoi je dis ça? Parce que plus, je pense, hein, je n'ai pas du tout de boule de cristal, là je reste vraiment très, très réservé, hein, mais plus les résistances vont se montrer ardente, plus la volonté de sanctionner sera puissante. Plus certains voudront s'écarter du droit chemin, moins on voudra pour autant les laisser s'écarter. Est-ce qu'il y aura une moyenne qui va se trouver? Est-ce qu'il y aura une volonté d'ouvrir pour laisser la maison, si je puis dire, vous voyez, survivre? C'est possible, mais encore une fois, moi je réfléchis comme un juriste, et je sais que ça va énerver, ça énerve beaucoup de gens. Vous savez, j'ai appris une chose simple, c'est que la souveraineté ne se divise pas. Elle ne se divise pas. Il n'existe pas plusieurs souverains.
C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on réfléchit en droit européen plein de questions, il y a un angle mort sur lequel on ne réfléchit jamais, c'est la question de la souveraineté. Au nom, vous savez, on pense que c'est politique, le souverainisme, on pense que c'est des questions d'idéologie. Pas du tout. C'est une question juridique avant tout. Parce que dès le XVIe siècle, depuis Jean Baudin, le souverain, il n'y en a qu'un. Que ce soit le roi, c'est devenu l'État, il y a une bascule avec le temps, peu importe. Enfin, il y a toute une histoire de la souveraineté, je ne vais pas me lancer là-dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous admettez des désobéissants, vous leur laissez prendre les armes de futurs souverains. Vous leur laissez rappeler qu'ils ont les oripeaux d'un pays souverain. Je ne suis pas certain que l'Union européenne ait franchement envie de perdre le titre qu'elle s'est arrogé par la bande d'État fédéral, sans vraiment le dire, c'est-à-dire de souverain. Encore une fois, ce n'est pas un sujet théorique. Je pense réellement que sur cette articulation-là, tout va en découler. Donc pour vous répondre, évidemment, on peut penser, si l'Union européenne était intelligente, vraiment intelligente sur le très long terme, elle se dirait, si je trouve une espèce de rapport d'arrangement, si vous voulez, un compromis, on pourrait l'envisager. Mais je rappelle que depuis le Covid, qui a quand même mis sacrément l'Union européenne sur le feu des projecteurs, sur la question des vaccins, la question des masques, même la question de la guerre sur l'Ukraine, etc., on a vu beaucoup plus l'Union européenne faire preuve d'une récupération des compétences et d'une centralisation des compétences par certains aspects que d'une Union européenne en train de laisser le bateau filer en disant « pas de problème demain, je laisserai les pays décider de leur propre destin ». Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je crois que ce duel-là, il est juste au début. On en est au début. La Hongrie et d'autres pays en sont les initiateurs ou les premiers, les instigateurs, si je peux dire. Je pense que la question va être de savoir si un pays fondamental va les rejoindre bille en tête, si l'Allemagne va poursuivre sur la question des frontières, effectivement, si ça va tenir longtemps sur les frontières, parce qu'il faut voir aussi si la Cour de justice ne va pas se sanctionner un jour ou l'autre. Pour l'instant, c'est le démarrage, vous voyez. Nous sommes au milieu du gué. J'ai l'habitude de répondre aux questions par oui ou par non. Là, très honnêtement, je me permets en même temps très macronien chez nous, c'est-à-dire, on verra, vous voyez. Malika, vas-y, conclue. Je dirais un mot, je vais essayer d'être très rapide. D'abord, moi je vais vous dire, la faute, ce ne sont pas les juges, ce sont les politiques. Ce sont les politiques qui se sont dessaisis. Fabrice a parlé du principe de subsidiarité, je souhaitais l'aborder. C'est clair, le principe de subsidiarité, on peut le réactiver, faire en sorte que la décision soit prise à l'échelon la plus efficace. Si les politiques ne l'ont pas fait, sont eux les coupables. Moi, j'assiste à des réunions où il y a toujours le Conseil d'État qui était là, qui voulait faire la loi. Quand on résistait, c'était niette, et c'est le politique qui triomphait. Donc, lorsqu'on dit le juge, on lui a laissé porter le... C'est tout. Donc, ça veut dire que si on veut revenir, on revient. Pourquoi est-ce qu'on obéirait au doigt et à l'œil à la Cour européenne des droits de l'homme? Quand on voit qu'il y a la Turquie dedans, excusez-moi, moi je serais au gouvernement ou je serais politique, c'est-à-dire au niveau, je dirais niette. J'obéis pas sur certaines décisions. Donc c'est le politique là qui dessaisit. Il y a une dimension qui est importante, c'est que lorsque le politique agissait, il y avait l'Europe des coopérations, c'est ce qui a permis Airbus et plein d'autres dossiers dont on se félicite, le malheureux Concorde bien sûr. Donc, sur le Conseil constitutionnel, ne perdez pas de vue que la majorité sont des politiques qui siègent. Ils font la loi au nom de certaines idéologies. Il y a un point que peut-être vous devriez aborder dans les prochaines conférences, c'est le rôle de la Commission européenne. C'est totalement antidémocratique, elle n'est pas élue, et c'est la Commission en réalité qui a le pouvoir d'initiative. Et moi, ce que j'observe, je vais arrêter là parce que j'avais noté plein de points, mais on pourra continuer la discussion, c'est que ce que j'observe, c'est que le Parlement aussi se soumet complètement, alors que c'est le seul organe qui est élu. Avec le Conseil, bien entendu. Donc le Parlement pourrait aussi taper du poing sur la table, au lieu de s'enfermer dans un certain sectarisme qui aboutit au cordon antidémocratique pour nous exclure, alors qu'on porte aussi la voix de la population. Et donc le Parlement pourrait dire, on en a assez, ce n'est pas normal, même si ça a été prévu par les traités, que ce soit la Commission qui soit toujours à l'initiative. Voilà des pistes d'évolution. Et je le redis, pour l'avoir vu, et vécu, c'est le politique qui est responsable et qui a laissé la main au juge. Et donc, si le politique demain veut,
eh bien, il pourra. Moi, je suis tout à fait optimiste sur le fait qu'on peut renverser l'ordre des choses. Et dernier point tout de même, c'est que moi, je suis opposée au Frexit, je vous le dis clairement, parce qu'il y a la dimension économique. Et le Frexit, si la France était puissante, peut-être, mais demain, un Frexit ferait que les taux d'intérêt flamberaient et que la France serait foutue. Donc, on peut imposer quelque chose si on est puissant. Donc, soyons d'abord puissants. Alors, en fait, je n'ai pas... je partage plutôt votre opinion. C'est-à-dire, je ne dis pas que les juges se sont arrogés le pouvoir sans que les politiques aient activement participé. Je ne dirai jamais ça. Ce qu'il y a, c'est que il y a... Alors, c'est un changement de mentalité. On est rentré dans une autre ère. Je ne vais pas faire l'exégèse de tout cela, mais à partir des années 50, il y a une mode en Occident. Pas partout, je suis d'accord. Il faudrait vraiment préciser, etc. Mais il y a une mode à confier aux juges les clés du camion, par un dessaisissement volontaire et par une envie de se déculpabiliser. C'est-à-dire, il y a l'éternelle marotte de non, j'ai pas mal fait, non, je ne suis pas coupable, non, je ne décide pas, parce que décider, c'est prendre des risques et c'est faire de la politique. Il y a un moment où, globalement, on a confié les clés du camion aux juges de façon globale. Ce n'est pas uniquement une question européenne. Et alors là, il y a une histoire très liée à la question de l'état de droit, à tout un tas de réseaux de problématiques autour. Mais il y a globalement un dessaisissement de la politique au profit du juge. Et le juge, qu'est-ce qu'il a fait? C'est presque très humain. Il a pris le sceptre qu'on lui a tendu, petit à petit. Donc là, je suis d'accord avec vous. Par contre, là où j'ai envie de remettre l'église au milieu du village, si je puis dire, c'est que dans ce cas-là, je demande la vérité, c'est tout ce que je réclame, c'est que les juges nous disent aujourd'hui, d'accord, il existe un gouvernement des juges, c'est nous. Ah, bien sûr qu'ils ne le diront jamais, parce que l'objectif, et c'est là où le droit est miraculeux, c'est qu'il faut donner l'impression que tout ça est neutre, objectif, tempéré, rationnel, et que c'est le gouvernement très saint-simonien d'une espèce de chose scientifique parfaite qui s'incarne, qui fonctionne sans qu'il y ait d'affect, de pulsion. En gros, c'est parfait. Vous voyez, contre la culpabilité des temps immémoriaux, la mauvaise politique, les méchants garçons d'avant. Deuxième chose, sur vous dites, vous êtes persuadé que si on était puissant, on pourrait récupérer le pouvoir. Ah, mais alors attendez, Madame la députée. Mais Madame la députée, je ne peux que souscrire à vos propos. Mais pour l'instant, vous savez, je vous raconte ma vie, j'ai 40 ans. Il m'est arrivé quand même de voter, j'ai vu la France avancer, j'ai vu l'Union européenne avancer. Je disais à Madame tout à l'heure, j'ai appris mon bréviaire de droit de l'Union européenne à la fac. Il y a bien une chose que j'ai constatée, c'est qu'en même temps que le droit de l'Union avançait, personne ne le contrait. C'est qu'on n'a pas de contre-feu. Donc au bout d'un moment, je vais être résigné. Vous voyez, j'essaye de trouver une sorte de moyenne. Mais il y a quand même quelque chose de désespérant à constater que pendant tellement longtemps, nous n'avons pas résisté. On a conçu un droit inférieur, on a littéralement conceptualisé notre soumission, on l'a accepté et conceptualisé, on a admis que les juges français étaient les caisses de résonance des juges européens, on a admis que la Commission européenne, qui est composée de membres non élus, vaut plus que des gouvernements légitimes et élus des États, etc. Tout ça, on l'a conçu comme un concept presque logique et rationnel. Et au bout, vous savez, il y a un effet, me concernant, je vous réponds clairement, de désespoir presque à constater qu'on a admis de confier la puissance à d'autres et d'être devenu littéralement et structurellement faible, de ne plus faire de politique. Merci beaucoup, merci pour cette démonstration. Et de l'avoir. Mais il y a quand même une chose quand même positive, c'est que ce débat que les juristes ne veulent plus avoir, au moins il a glissé dans le champ du politique et en nous, on peut en tout cas aussi s'emparer de ce débat-là et le remettre au goût du jour, le remettre en lumière. Et rebondir aussi sur les questions de Malika, mais de tout, c'est un appel au courage aussi, tout simplement, parce qu'en effet, la France, l'Union européenne sans la France n'est plus l'Union européenne, donc il faut juste prendre la pleine conscience de notre puissance et de l'effet de levier que nous avons. Et nous sommes là pour rappeler, nous, à notre échelle aux Français, que nous sommes puissants et il suffit juste de la volonté et du courage en politique pour que le chemin soit tout tracé. Une conclusion simplement. En bossant sur le bouquin, j'ai découvert un sondage d'époque qui m'a beaucoup fait réfléchir. En novembre 1957, 1% des Français souhaitaient le retour du général de Gaulle. 1%. Ça va. 6 mois plus tard, il donnait naissance à la Ve République. Alors je sais bien qu'on n'aura pas un deuxième de Gaulle demain et que c'était une personnalité particulière, mais 1% en 57, on a tout changé en 58, ça laisse quand même un espoir pour
les temps actuels. Je pourrais vous donner un contre-exemple malheureux qui était que 6 mois avant de venir, 1 an avant de devenir président, mais Emmanuel Macron n'était pas très connu non plus. Mais, mais soit, mais pourquoi pas. En effet, merci beaucoup. Et si vous voulez encore poser des questions, mais là en tout cas on doit libérer la salle. Voilà. Merci à vous.